Nouvelle semaine et nouvelle émission sur Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission d'analyse et débat sur votre chaîne. Et pour cette semaine, nous allons parler autour de deux sujets. D'abord, l'environnement. L'environnement qui concerne la RDC avec le phénomène inondation, pas seulement à Kinshasa, mais également dans d'autres provinces comme Lubumbashi, la province du Haut-Katanga, bien sûr. En deuxième lieu, nous parlerons de la culture fiscale. Pourquoi attendre le recouvrement forcé pour payer les taxes? On l'a vu avec la DRH4, particulièrement dans la province du Haut-Katanga et même dans d'autres services, les Louchois ou la population congolaise qui n'attend que les dernières minutes ou les derniers instants pour s'acquitter de leurs devoirs. C'est ça, autour de ces deux sujets qui va porter cette émission. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Le temps pour nous de vous présenter les invités du jour. Ils sont particulièrement 4 pour cette semaine. On commence avec vous, Elingoy. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. On rappelle que Elingoy, vous êtes criminologue et chef du quartier Makutano, c'est ça? Certainement. Voilà, le deuxième invité du jour, il s'agit de John Kipala, analyste politique indépendant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je dis aussi également bonsoir à tous les co-débatteurs avec qui nous partageons cette émission grandiose. Le troisième invité du jour pour cette émission d'analyse et débat, il s'agit de Homo Sapiens Chimanga. Bonsoir Homo Sapiens et bienvenue. Oui, bonsoir Monsieur Ben, bonsoir à la population qui nous suit à ce net moment, bonsoir aussi à mes co-débatteurs avec qui j'estime qu'on aura un débat républicain ce soir. On rappelle que vous êtes proche de la majorité, du pouvoir, disons. Oui, tout à fait, je suis de l'UDPS. Voilà. Homo Sapiens qui est de l'UDPS, c'est le quatrième invité du jour. Il s'agit de Chris Kavunga. Lui, il nous vient de Kinshasa. Bonsoir Chris. Bonsoir monsieur le journaliste. Je salue aussi mes co-débatteurs ainsi que tous les téléspectateurs. Rappelons que Chris Kavunga, si vous êtes analyste politique, proche du pouvoir ou de la majorité? Je suis indépendant. Voilà, il est un analyste indépendant. Vous aurez certainement le temps de le découvrir tout à l'heure. Mais Chris, je vous garde. On commence avec vous. À l'Assemblée nationale, un nouveau responsable, Aimé Boji, qui remplace Vital Kamerhe. Quelles sont vos attentes? Voilà, je salue cette élection de monsieur le nouveau président, monsieur Aimé Boji. Oui. Alors, c'est quelqu'un de très intelligent, je le sais. Et je le souhaite toutes les bonnes choses, qu'il puisse mieux faire les choses. Et malheureusement, je pressens une continuation de M. Vital Kamerhe, alors que ça ne sera pas normalement une bonne chose, mais attendons de bonnes choses pour M. Aimé Boji. Merci. Alors, Homo Sapiens, on vous garde avec, on revient à vous. La même question, quelles sont vos attentes de voir aujourd'hui Vital Kamerhe partir, lui qui semblait être gênant pour vous, l'UDPS? Oui, Monsieur Ben, ce qu'il faudrait savoir est que Monsieur Vital Kamerhe est notre allié des premières heures et je ne vois pas en quoi il devrait être gênant. Le problème est que certaines personnes proches de l'INC ou encore de M. Vital Kamerhe voulaient à ce que le président Tshisekedi s'immisce ou encore intervienne dans une affaire qui n'est cadrée qu'avec l'Assemblée nationale et au nom du principe de séparation des pouvoirs développé par Montesquieu et qui est prôné aussi par la Constitution, il n'y avait pas moyen parce que M. Vital Kamerhe était reproché de quelque chose et d'ailleurs lui-même avait demandé pardon aux députés. Donc je ne vois pas en quoi il était notre ennemi ou encore il allait nous gêner. Et concernant M. Aimé Boji, déjà l'Assemblée nationale, par rapport aussi à sa composition, notamment par rapport au soutien de l'INC à l'UDPS, le poste du président de l'Assemblée nationale ne pouvait que revenir à Aimé Boji. Maintenant, là où ça essaye de décevoir la population, c'est quand même Aimé Boji était ministre. Et après, comme pour dire, au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y avait personne qui pouvait occuper ce poste-là. Occuper ces postes. C'est pourquoi moi, j'ai dit, l'UDPS, à chaque fois qu'elle dit quelque chose, certes, les gens viennent en nombre, en ribambelle pour s'opposer et tout,
mais après on donne toujours raison. L'UDPS, en tant que parti, quand il a dit il faut changer la constitution, cette constitution nous cause beaucoup de problèmes et nous cause trop de torts, parce que l'Assemblée nationale actuelle est composée de plus de 70% des suppléants. Et il était très difficile de prendre un suppléant et le faire directement un président de l'Assemblée nationale. Ouais. Donc je pense que cela doit beaucoup plus interpeller la population, aussi les animateurs des institutions, pour vraiment faire de ce plaidoyer de l'UDPS l'affaire d'État et pour réparer toutes ces atrocités. Même si ce n'est pas encore le moment de parler changement de la Constitution, quand on sait qu'il y a cette situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la RDC. Non, ça va se régler. D'ailleurs, le président de la République a parlé de la réouverture de l'aéroport de Goma, oui. Qui n'est d'autre qu'un signe de la fin de la guerre. De la fin de la guerre, voulais-je dire. Et c'est par là qu'on va entamer d'autres étapes concernant la République. John Kipalante, on va terminer sur cette question avec vous avant de fermer cette parenthèse. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que le nouveau bureau, je dis nouveau parce qu'il y a un nouveau président de l'Assemblée, bien sûr, est-ce que le nouveau bureau peut aujourd'hui apporter un plus par rapport au social du côté de la population, par rapport aux attentes? Merci de la question, M. Ben. Je suis certain que le nouveau président de l'Assemblée nationale va hériter de mêmes problèmes, les problèmes pendants, les difficultés de la population ne seront pas résolues, parce que déjà d'abord le combat qui est là, c'est un combat de positionnement et combat de maintien du pouvoir qui est en train d'échapper aux amis de l'UDPS qui ne l'ont pas bien géré. Et à ce niveau-là, ce que je regrette, c'est gâcher du temps. Gâcher du temps pour rien, parce que quand on avait posé la question au chef de l'État concernant Vital Kamerhe, qui d'ailleurs cherchait son soutien, il a dit « je ne sais pas me mixer dans cette affaire ». Mais quand il fallait choisir le nouveau président, les dirigeants de l'Union sacrée disaient que non, il fallait attendre l'avis du président de la République. Vous comprendrez que c'est une contradiction de leur part, mais ce que nous notons, c'est la volonté de ne pas mieux faire qui anime toute cette classe politique. C'est pourquoi nous sommes en train de tourner en rond et tuer le temps pour rien, alors que le peuple congolais attendait beaucoup du chef de l'État comme un chef de l'État qui avait des solutions à donner à ce peuple longtemps meurtri par une gestion qui était tellement déplorée. Mais aujourd'hui, on commence à apprécier cette gestion qui était déplorée comme une gestion passable par rapport à celle dans laquelle nous sommes en train de danser. Voilà, c'était la petite parenthèse que nous fermons rapidement. Le temps pour nous de prendre ce qui intéresse bien sûr les deux sujets du jour. Le premier carton concerne l'environnement. L'environnement en RDC avec la saison des pluies qui est déjà, bien sûr, qui ne s'annonce pas. Nous sommes déjà en pleine saison pluvieuse partout en RDC avec des dégâts énormes, notamment des morts qu'on déplore à Kinshasa et à Lubumbashi. Des cas d'inondation ont également été enregistrés. Je vous laisse d'abord suivre cet élément que nous proposent Jacques Capia et Michel Olela. Il s'agit de l'inondation ou des inondations, bien sûr, un débordement des eaux constaté dans quelques avenues, particulièrement de la Kenya. Au marché de la Kenya, l'activité est relativement intense, mais y accéder devient de plus en plus difficile. Depuis les fortes pluies qui se sont abattues sur Lubumbashi, plusieurs avenues sont complètement submergées. Les piétons, cyclistes, motocyclistes et conducteurs de véhicules se plaignent tous du même problème, la dégradation avancée des routes qui rend la circulation presque impossible. Na barabara tunakufa mashantie na pita humu ni muntu akipomone akiuze nyumba na pomona balako mwangia paka bulongo mbalabala banituya balabala miotoka iko netukufa vya chini huku derkat asha kufunga sele mafuta tu unaripa njoo utengeneza barabara yeye nenda wapi mako kuba autorite bakobe twangareko mambo ni musantra Kenya humu jongo baziliki humu tunatumikia mais atubione clair balabala depuis kufaka tunabea mabulongo tukuneka mbalabala tunabea masharo ya bulongo tuneka mbalabala mais hapa mu periode ya mvula tunaanza kuteswa tutembee tena lwa mikulu mambo ya kutafuta mamoto na mamoto nyesa mwevu na kulukisha poto pake vitu na vivre mamamo ya nguvu sana fombe tuangalie
Pour se déplacer d'un point à l'autre, les passants n'ont pas d'autre choix que de marcher dans la boue ou de tremper leurs pieds dans les eaux sales. La basiliki inakufa, sino mtatoka na tubambale. Batuangaria kuni balabala munene hii, haina kuneglijia kwa chia kutuatiria. Bila tukomplika ngerea papa hivi mankiga kututoboka, yuko natosha mpepo, hakuna namna tu nateswa sana. Ni bui tupa bui, Mungu mapotopoto moya utaweza, yuna labisha na manguo. Mateso tunateswa, mumai. La situation devient encore plus compliquée quand il pleut. Les vendeurs expliquent que leur commerce tourne au ralenti. Les clients n'arrivent plus jusqu'à eux. Chez tous les commerçants, mon Kenya, tous les grands commerçants, en tout cas, bintu bimwa bile tumisha sana kuro sana kokona balabala ba grand commerçant sa basilique balabala munene principal munene uningisha makuta mu gouvernement à l'état kona ivisha kwa labika mwangare matope ivisha kwa labika isho tashena ni balabala yetu aina bintu binaleta furaha ikuna mansoko ya kushisha bintu tunauza bintu tunashinda hata kukalanga hivi mashiku njuu ya mvula balabala shakwa labika metoka kuna jama mtone eko tunaria ko sana population naria. Et l'avenue Basilique n'est pas la seule touchée. D'autres avenues de la commune de la Kenya connaissent le même état de détérioration, comme nous l'explique cet habitué du quartier. Commercial en Kenya. En tout cas, le gouvernement provincial, beaucoup craignent que la situation ne s'aggrave encore, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année, période durant laquelle cette zone devient l'une des plus fréquentées de la ville. C'était là Jacques Kapia et Michel Olela qui nous ont amenés, bien sûr, dans la commune de la Kenya pour constater ces avenues, bien sûr, remplies d'eau, des pluies. Une moindre pluie, bien sûr, j'y arrive, qui cause des dégâts à Lubumbashi, particulièrement. On revient à vous, Monsieur Elingoy, chef du quartier Makutano. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui le débordement des eaux? Merci, Monsieur Ben. Oui. La pluie vient d'annoncer ces problèmes. Si, en début du mois, nous venons de constater ces conséquences, je pense qu'on en fera beaucoup. Moi, j'ai voulu d'abord que nous puissions comprendre une chose. Oui. Qu'est-ce qu'on attend d'abord par inondation? C'est l'accumulation ou le débordement de l'eau sur les terrains généralement sèches, sur les zones sèches. Souvent, c'est pendant la saison de pluie. Mais cela s'est produit quand? C'est pendant la saison de pluie, je le dis. Qu'on constate ce phénomène. Comme dans notre province, c'est entre novembre et mars. Tandis que le nord du Katanga en général, les pluies commencent en septembre jusqu'au mois de mai. Mais la question à laquelle nous devons répondre, M. Ben, est celle de savoir quelles sont les conséquences ou quelles sont les causes principales. Je pense que les causes principales que nous devons épingler ici, sont les caniveaux qui sont bouchés par des ordures. À cause de notre incivisme, nous jetons les ordures ménagères dans les caniveaux, dans les petits ruisseaux que nous avons, au lieu de les entretenir, mais nous vidons nos poubelles en les jetant dans les caniveaux et dans les petits ruisseaux que nous avons. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la construction anarchique dans les zones inondables. Vous savez, le dimanche, la pluie de dimanche à lundi, quand vous allez sur l'avenue de la Libération, vous trouverez qu'il y a une école et d'autres maisons qui ont été envahées par les eaux, qui ont été submergées pratiquement par les pluies. Et pourtant, ce sont des zones inondables. Oui, comment ils parviennent à construire? Vous savez, ici, ils trouvent que partout on a déjà construit, ils trouvent que cet espace est resté, il se fait un document, il construit.
Et pourtant, monsieur le maire, maître Patrick Kafoué, qu'on a vu sur terrain d'ailleurs pour ce cas. Sensibiliser sa population. Et ce jour-là, il était près de sa population pour compatir avec eux. Et il en a profité pour lancer encore le message de sensibilisation. Il leur a demandé d'éviter les constructions dans les zones à risque et éviter de jeter les immondices dans les ravins et dans nos ruisseaux. Monsieur Ben, si ceci n'est pas respecté, certainement les conséquences seront néfastes. Nous allons vivre ce que nous avons vécu. Il y a quelques années déjà, le long de la rivière Lubumbashi, on a connu pareille situation, des gens qui construisent dans des zones non édificantes, comme on le dit, mais comment parviennent-ils à construire? D'où tirent-ils les documents et tout ça? Non, il y a les services qui octroient des documents, certainement. Au lieu de les interdire, mais eux les laissent construire. Et si je disais, si on ne respecte pas tout ce que je venais d'énumérer, il y aura des conséquences dans la communauté, telles que destruction des maisons, perte de biens matériels, et déjà dans mon entité, dans la cellule laboratoire, communément connue sous le nom de camp des assistants, il y a eu ceux qui ont perdu les poussins, les poules qu'ils avaient dans leur maison. À cause des fortes pluies déjà qui s'annoncent. À cause des fortes pluies. Et il y aura aussi des propagations de maladies telles que typhoïde, malaria, dysenterie, et que sais-je encore. Surtout le choléra, parce qu'on sait que c'est une maladie qui fait rage également pendant cette saison des fortes pluies. Certainement, certainement. Donc, il y a perte de biens nécessairement et difficulté de marché. Donc, c'est nous, la population, qui devons faire en sorte que nous puissions marcher ensemble avec la population lorsqu'ils nous prodiguent des conseils, lorsqu'il y a la sensibilisation. Et cette sensibilisation doit se faire de quelle manière? J'ai l'impression que ce dernier temps, monsieur le maire travaille seul. Comment ça alors qu'il y a des chefs du quartier, il y a des bourgmestres? Je viens. C'est là où je voulais que la sensibilisation se fasse à tous les niveaux. Et quand je dis à tous les niveaux, qu'est-ce que j'attends par tous les niveaux? C'est à partir du chef d'avenue, chef des rues, chef de quartier, les bourgmestres et tout le monde. Parce qu'ici, c'est comme si nous l'avons abandonné pratiquement, il est au four et au moulin. Et pourtant, dans les anciens temps, il y avait certains bourgmestres, tels que il y a Kalwa Kalunga, il y a eu Eric Luamba, il y a eu Gustave Kiakamanga également, on l'a vu. Oui, comme bourgmestre à l'époque. L'autre de la commune annexe, Malistao. Malistao, ouais. Il faisait la pluie, les beaux temps, il faisait bouger la ville. Mais sur des temps, on ne les sent pas tellement. Alors, dans la sensibilisation, qu'est-ce que nous pouvons dire à notre population? Et cette sensibilisation pourrait même aller dans des églises, écoles, dans des marchés, etc. Et ça ne sera pas seulement le travail du maire. La seule autorité de maire qui pourrait le faire non plus. C'est à la base, puisque c'est le quartier qui vit au quotidien avec la population. C'est le chef d'avenue, c'est le chef des rues qui vit avec la population. Nous pourrions leur dire de ne plus jeter les déchets dans les rues, les avenues, dans les ravins, dans les caniveaux et curer régulièrement les égouts, de respecter les zones, de ne plus construire dans les zones à haut risque, des zones inondables. Vous demandez à la population de ne plus jeter les déchets dans les ordures. Où est-ce qu'ils vont jeter ça? Pardon? Où est-ce qu'ils vont jeter ces déchets plastiques là? Non, là c'est là où intervient les collectes de déchets. Et il y a des coins bien, tels qu'en ville, il y a des coins où, appropriés là où on jette des déchets et nos camions passent pour les ramasser très loin. Voilà, on va revenir à vous. Le temps pour nous de donner la parole à John Pala. Vous vivez quand même cette situation, ce débordement des eaux plusieurs fois. Qu'est-ce que ça vous fait de voir aujourd'hui une moindre pluie et de voir les eaux, par exemple, qui débordent jusque dans des écoles? Il y a une école au centre-ville, je tais le nom pour ne pas faire la publicité. Il y a une école au centre-ville qui a été envahie par l'eau de la pluie. Merci, M. Ben, de la question. C'est une question très pertinente. Et pendant cette période pluvieuse, nous allons connaître ce genre de cas parce que la nature profite de
l'absence de l'autorité, l'absence de la gestion. Quand j'analyse, j'ai compris que nous sommes dans ce qu'on appelle la kakistocratie. Qui veut dire? Où les pires personnes, où les médiocres gèrent l'environnement sans tenir compte des réalités. En principe, pendant ces temps, les services de météorologie devraient alerter la population, alerter les gestionnaires pour pouvoir prendre des dispositions d'épargner la paisible population. Deuxièmement, la rivière Lubumbashi, c'est elle qui converge vers la Kenya. Donc ce sont des eaux qui convergent vers cette commune où on trouve un peu un espace élargi pour pouvoir maintenant passer vers la destination qui reste toujours inconnue. Elle a connu le curage, je crois, il y a des années. Et personne n'y pense. Et pourtant, nous avons une démographie capable de gérer cette situation d'une manière rationnelle. Malheureusement, comme le disait Kant, il pose la petite question, comment savoir le bien? Moi, je pense, ceux qui nous gèrent n'ont pas le temps de faire le bien. Ils ont le temps de constater, comme nous autres ici, et aller présenter les condoléances, comme si c'est ça le travail, alors que leur travail était de prévenir l'environnement. Et quand vous regardez l'octroi ou la construction anarchique qui provient du ministère de l'Urbanisme et Habitat, vous vous rendez compte effectivement que le cerveau a déjà été remplacé. Les gens ne veulent plus fonctionner comme il se doit. Donc c'est une démission des étages à étages. Au quartier, on a démissionné, commune, on a démissionné, ville, on a démissionné, province, et la République. Nous sommes comme ça, en train de nous regarder sans savoir pourquoi tout ceci, ça nous arrive. Et là, vous parlez en présence d'un chef du quartier qui dit que lui n'a pas démissionné. Heureusement que le chef du quartier comprend que oui, il a démissionné, mais je sais qu'il va fournir beaucoup d'efforts. Quand vous regardez les inondations à Lubumbashi, par rapport à Kinshasa, vous vous dites, mais on va crier vers où? Vers qui? Parce que Kinshasa, c'est pire qu'ici. Donc ça veut dire que c'est une gestion collégiale républicaine qui n'est pas efficace. C'est pourquoi nous connaissons ce genre d'inondation et surtout que, aussi, en tout cas, les bouteilles en plastique qui ne se détruisent pas facilement ne sont pas bien gérées. Et pour les gérer, il y a moyen. Nous avons une république vierge. Il y a moyen de consacrer de moyens pour amener un site, créer un site pour détruire ou recycler ce genre de plastique qui nous coûte la vie. Qu'est-ce que vous entendez par recycler les bouteilles plastiques? Parce que j'espère que vous ne parlez pas des dames qu'on voit qui ramassent des bouteilles pour les laver et puis mettre des boissons dedans. Et non, je ne parle pas. D'ailleurs, c'est ici à Nyota où on a vu une jeune ingénieure qui transformait les bouteilles plastiques. Malheureusement, quand Nyota faisait passer cette image, les décideurs, c'est comme si rien ne se faisait, alors que c'était une occasion de pouvoir maximiser et appeler cette jeune femme contribuer à l'évacuation de ces déchets qui nous causent beaucoup de tort. Vous voyez que c'est en même temps les gestionnaires, en même temps nous-mêmes, nous qui peuple, qui avons déjà le même comportement que ceux qui nous gèrent. C'est pourquoi c'est ce que j'appelle l'abandon total, parce que le peuple a besoin d'être dirigé, guidé, orienté, sur une décision rationnelle bien sûr. Malheureusement, on voit seulement le travail dans les fiscs. On prend d'abord la réaction de M. Lingoy et après on va revenir à Homo sapiens. Vous avez suivi quand même John Kipala qui estime qu'aujourd'hui, c'est au niveau des responsables, ou c'est beaucoup plus aux responsables que revient si aujourd'hui la ville connaît des inondations. Moi je ne pense pas qu'il soit ici complété. Nous sommes pas démissionnés. Le problème est que il doit mettre en tête que la population ne nous accompagne pas tellement assez. Vous savez, le travail qui se fait en ville est énorme avec M. le maire et M. le bourgmestre Oscar Dinamamboui. Vous avez vu les travaux que nous avons entrepris, les curages des caniveaux. Des caniveaux, oui.
trouvé hier. Après qu'on ait terminé, qu'on ait balayé pratiquement, j'ai trouvé encore les bouteilles en plastique qui cherchent partout. Et même quelqu'un que j'ai vu, moi, de mes propres yeux, je me suis arrêté pour l'interpeller. Il a pris un sac de déchets, il l'a mis dans les caniveaux. Et pourtant, il n'y a pas longtemps qu'on a débouché quand même ces caniveaux-là. Et vous savez que ce sont les routes principales qui conduisent les eaux vers les ruisseaux pour qu'ils les acheminent. Et si vous y mettez des immondices, franchement, que ces immondices vont boucher les deux ruisseaux et les eaux n'auront pas assez de lits pour couler normalement. Et comme conséquence, l'eau va se déverser dans nos maisons et nous commençons à pleurnicher. Et la population que nous sommes, vous êtes aussi, vous allez commencer à pleurnicher. Et pourtant, c'est nous qui sommes à la base. Et deuxièmement, c'était avant-hier, au niveau de la poste, un papa avec sa belle jupe prend la bouteille après qu'il ait consommé les contenus de sa bouteille. Il jette. Ça, c'est fréquent, c'est fréquent vraiment partout. S'il vous plaît, je me suis approché. Je l'ai regardé comme ça. Papa, Nini. Je lui ai dit, mais papa, est-ce que vous ne pouvez pas prendre ça, la bouteille, pour garder ça dans votre jupe et vous allez jeter ailleurs? C'est le civisme aussi. La population doit savoir accompagner les autorités. C'est alors que nous saurons quand même faire face à ces conséquences néfastes des inondations. On parle tous de la même chose. Homo sapiens Chimanga, aujourd'hui, vous voyez des inondations. On le voit également du côté marché Moïse, de ce côté. Mais bien qu'aujourd'hui, on ne va pas entrer dans l'affaire CEDEM pour parler de cette pollution. Ça vous fait quoi, ces débordements des eaux? Oui, cette question, certes, déjà au début, vous m'avez présenté comme quelqu'un de l'UDPS, pour ne pas dire parti au pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir. Cette question va au-delà de l'entendement des couleurs politiques. Oui, donc, je préférais parler dans la peau de la population. Dans la peau de la population, exactement. Donc, je pense que nous devons d'abord comprendre une chose. Moi, je pense que c'est inconcevable ce qui se passe aujourd'hui à Lubumbashi. Il faut d'abord préciser que Lubumbashi se trouve dans... nous avons le climat tropical humide. Donc, cette situation est inexplicable. Pourquoi? Dans une partie où nous pouvons avoir 6 mois de saison sèche et 6 mois de saisons pluvieuses et avoir ce niveau d'atrocité par rapport au débordement des eaux. Donc moi je pense que c'est un abandon total. Moi je ne préférais pas employer les mots de mon co-débatteur pour ne pas dire la démission des animateurs des institutions au niveau de la province, parce que aujourd'hui, nous ne sommes qu'au début de la saison de la pluie. Nous ne sommes pas encore au mois de janvier. Donc, déjà, si je me rappelle bien, au mois de janvier 2025, sur le même plateau, nous avons parlé de cette situation. La même situation quand c'était à Kinshasa. J'avais dit, toutes les provinces de la République démocratique du Congo attendent quand ça sera dans leur province pour chercher des solutions. Des mesures, alors qu'il faut anticiper. Gouverner, c'est prévoir. C'est prévoir. Quand on prévoit, on évite ce genre de situations. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de tout ce que nous pouvons parler, moi je pense que les responsabilités sont partagées, que ce soit au niveau de la population, même si je peux l'accorder 10% des responsabilités, mais 90% ça revient aux animateurs des institutions au niveau de la province, notamment commençant par les chefs des quartiers, les bourgmestres, les chefs d'airie et les autres. Pourquoi je vais parler des chefs des quartiers? Parce qu'il n'y a pas cette politique, parce que déjà, les chefs de quartier représentent l'État au niveau de leurs entités. Et l'État de droit, il a ce pouvoir, a ce monopole de violence. Quand ici, M. Eli, en tant que chef de quartier de surcroît, nous dit qu'il rejette la responsabilité au niveau de la population. Mais lui, en tant qu'autorité, il sait que lui, il a cette possibilité de mettre des décisions exécutoires. Que la population ne peut être obligée que d'exécuter. Il y a des caniveaux mal entretenus au niveau de nos avenues et des quartiers. Il n'y a aucune politique quant à ce pour interpeller la population et c'est devenu une routine. À chaque fois qu'il y a plu,
Aujourd'hui, quand par exemple, quand vous avez posé une très belle question en disant, mais les déchets dans des maisons, qu'est-ce que l'État en fait? Peut-être au niveau, on nous a parlé ici des camions et autres qui évacuent les immondices au centre-ville. Mais dans des quartiers, on en fait quoi? Déjà, on n'a pas une bonne politique d'interpellation par rapport au caniveau, pour ne pas dire il n'y en a même pas dans plusieurs quartiers ici à Lubumbashi. Mais l'État, avec ces mêmes engins qui ramassent les caniveaux, si on mettait par exemple, ça c'est ma proposition, à chaque parcelle, des pays, chaque jeudi, comme il y a Salongo, comme on le fait dans les milieux... Dans d'autres quartiers, oui. Dans les milieux commerciaux, chaque maison, chaque jeudi, on peut payer 5 000 fois, et on amène les camions de la mairie pour prendre les déchets de chaque parcelle. Je pense qu'à ce niveau, on n'aura pas de problème. Un autre problème, c'est que nous savons aujourd'hui, le problème, c'est que nos rivières ne sont plus capables d'accueillir ces eaux. Pourquoi? La dernière fois, si j'ai une bonne mémoire, la dernière fois qu'il y a eu Curaï ici à Lubumbashi, je crois que c'est pendant la période du gouverneur Moïse Katumbi, loin de moi l'intention de l'angéliser, mais par rapport à cette situation, en tout cas, personne n'a fait mieux que lui. Déjà, nous savons pas, la rivière Lubumbashi, nous connaissons sa source et jusqu'où elle va. Ouais. Si vous y rendez maintenant là, vous allez comprendre, les roseaux ont envahi presque 80% cette rivière. Ouais. Mais curer carrément cette rivière. Ça va coûter quoi à la province, pour ne pas dire à la ville de Lubumbashi? Et aujourd'hui, les autorités se lancent beaucoup plus dans cette politique de draguer les autorités au niveau national. Vous allez voir une autorité urbaine ou encore communale beaucoup plus se lancer dans des pratiques qui ne vont rien, qui n'ont rien à voir avec sa fonction, avec ses prérogatives. Il va aller se rendre dans un centre de santé pour payer la maternité de 3 ou 4 mamans, mais alors que nous avons les causes sont très profondes au niveau de la gestion des déchets dans la ville, des immondices, et aujourd'hui nous payons très cash. Et en dehors de ça, il y a aussi cette politique de l'urbanisme qui, je ne sais pas, avec la complicité notamment des chefs de quartier, des agents de la commune et autres. Je parle ici aussi, vous avez évoqué la question d'une école, mais moi je vais d'une école au centre-ville, mais moi je vais parler d'une école au niveau du pont Kalobwe, sur l'avenue de la Libération. Le cas était cette école est construite juste à côté d'une rivière. Et il y a cette pluie, avec tous les risques possibles. C'est peut-être parce que ça s'est passé la nuit. Imaginez que cette pluie commence pendant la journée, pendant que les élèves sont à l'école. On aurait pu compter des dégâts humains. Et par rapport à ça, aucune mesure est prise jusque-là. Les autorités attendent quand il y aura des conséquences et ils vont descendre avec quelques sacs de farine, avec c'est par là qu'ils vont essayer de décréter des décisions. Mais pourtant, il y a déjà eu des dégâts matériels très gravissimes. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, les animateurs des institutions au niveau de la province, parce qu'il y a des questions où on ne doit pas attendre seulement le chef de l'État pour arranger. Parce que cette situation, si par exemple le président de la République avait annoncé une venue ici à Lubumbashi, on ne l'aurait pas vécu. On ne l'aurait pas vécu. On ne l'aurait pas vécu. Donc moi je pense que cette situation va au-delà des... donc certes les responsabilités sont réparties, mais l'État doit prendre ses responsabilités. Nous population, nous sommes comme ces enfants au sein de la maison. Si le papa décide que moi en tant qu'enfant je ne dois pas rentrer au-delà des 18 heures, je ne peux que m'incliner à cette décision. Donc il lui revient des droits, c'est lui qui a le monopole de la violence. C'est lui qui a le monopole de prendre des décisions exécutoires que la population ne peut qu'appliquer. Observer. Donc, à Kinshasa, on peut expliquer ça. Mais ici à Lubumbashi, où nous avons le climat tropical,
nous avons le climat tropical, 6 mois de pluie, 6 mois de saison sèche. Donc pendant la saison sèche, où était l'État? Et avec ça, où était l'État? Donc, moi je pense que l'État doit prendre vraiment ses responsabilités par rapport à cette situation. Et nous allons trouver, au lieu qu'on arrive par exemple l'année passée, où pour arranger le pont au niveau de Kipopo, de la Kipopo, il fallait qu'il y ait une voiture emportée par les eaux. On ne doit pas attendre les conséquences pour réagir. L'État doit d'abord prévenir. Nous avons, par exemple, au niveau de la province, le gouverneur a toute une équipe, a les conseillers dans chaque domaine. Au niveau de la ville, le maire a les conseillers dans chaque domaine. Donc moi je pense que ce sont des situations, ou soit ce sont des questions qu'il faut étudier et approfondir pour ne pas... D'ailleurs, même au niveau du centre-ville, au niveau de l'avenue Lumumba, à chaque fois qu'il y a pluie, il y a toujours débordement des eaux. Et la population commence même à appeler le fleuve SNCC, mais c'est inconcevable. La ville de Lubumbashi, c'est une ville, quand on parle de la République démocratique du Congo, on ne peut pas citer 3 villes sans pour autant citer la ville de Lubumbashi. Donc il est temps que les autorités prennent leurs responsabilités. Voilà, réaction rapidement, Elingoy, parce que vous êtes... Oui. Je vois que dans l'ambiance sur les quartiers, sur les autorités, etc., j'aurais voulu dire ceci. S'il m'était demandé pratiquement de ce que vous venez de dire, j'aurais pu proposer ce qui suit à M. le maire. Qu'il y ait une bonne coordination avec les communes. Par rapport à l'entretien de la ville. Vous accusez les communes non, il n'y a pas de... Je n'accuse pas l'État. Non, il y a les noms de villes dans vos... Monsieur Moussa, peut-être permettez qu'il continue. Je n'accuse pas. Vous devez savoir qu'il y a certaines taxes, telles que la voirie, par exemple, les immondices, les parcelles, ce sont des taxes et les voiries reviennent à la mairie. Probablement, les choses, probablement, les communes croisent les bras, croyant que seul le maire peut le faire. Alors que les communes ont aussi leur part de responsabilité. Et si les communes les font, directement, ce sera les quartiers. Mais votre chef direct, vos chefs directs sont les communes. Et quand vous dites que vous n'accusez pas directement les communes, c'est pour... Non, monsieur Moussa, permettez qu'il continue. Ouais. Ouais. Je sais que tous ces temps, donc, monsieur le maire est à tous les niveaux, il est partout. Il n'y a que la commune de Lubumbashi, là où on sent la présence de mon patron, son excellence Dina Ngambouy, et son chef de quartier qui est votre serviteur. Dans d'autres communes, vraiment rien ne bouge. Alors qu'est-ce que j'aurais pu proposer à M. le maire? Qu'il y ait une bonne coordination, c'est-à-dire s'il y a un peu de moyens, qu'ils jettent au niveau de la commune. Pourquoi vous essayez d'indemniser la commune? Pourtant, vous travaillez directement avec la commune qui est la mairie. C'est comme pour dire tout est clair, tout est clair au niveau de la commune et que le vrai problème reviendrait à la mairie. Pourtant, vous dépendez de la commune. Qu'est-ce que la commune? C'est quoi la politique environnementale de votre commune? Vous savez que ils le savent très bien. Il y a certaines taxes qui dépendent directement de la mairie. Non, ici on ne parle pas des taxes, on parle de la gestion communale par rapport à l'environnement. Moi, je voudrais tout simplement l'implication de tout le monde. Suivez-moi. Je voudrais qu'il y ait l'implication de tout le monde. Non, là, on est d'accord. Il y a la commune qui est le quartier. C'est-à-dire, s'il y a des petits moyens qui est commis vraiment à la gestion de déchets et tout ça, ouais. Déchets, etc. Si ça peut arriver à la commune, qui dit commune, dit directement le quartier. Le quartier, parce oui. Que les communes connaissent très bien les difficultés des populations. Beaucoup plus le chef des quartiers qui vit au quotidien avec la population. Ils connaissent très bien les difficultés de leurs administrés. Ils connaissent et ils ont leurs priorités. Parce que les priorités de la mairie ne sont nullement pas les priorités de différents quartiers de la commune et tout ça. Les priorités du quartier ne seront pas les priorités de la commune. Donc, moi je peux m'aider par exemple comme priorité chez moi, c'est d'abord arranger les caniveaux dans la cellule laboratoire que vous connaissez sous les noms de camp des assistants. Parce qu'il y a eu beaucoup d'inondations. Mais probablement, à la mairie, ils ont d'autres priorités. Ils se disent non, ils vont d'abord faire à tel endroit. Vous voyez ça? Alors, c'est comme disait Laurent Désiré Kabila, lorsque les amis du Congo voulaient donner 80 millions
Et ils disent non, vous allez utiliser ça, c'est ça, c'est là, il a dit foutement le camp, c'est nous qui devons vous aider, nous avons suffisamment de moyens. Vous nous donnez de l'argent, nous savons à quoi nous allons les utiliser. Vous n'allez pas nous imposer là, vous allez vous utiliser. Vous savez, pour les quartiers, si vous voulez faire des actions dans le quartier, sans eux, c'est comme si vous êtes contre eux. Donc, je voudrais que vous preniez vraiment les chefs du quartier dans la gestion des déchets environnementaux. Et pour qu'ils puissent, dans le quartier, il y a les comités de développement qui existent, qui pourront bien gérer ces moyens, parce qu'ils ont été installés par Solar International. Hein, c'était au mois de 2024, et ces comités-là ne font rien, ils ne connaissent pas qu'est-ce qu'ils font, ils ne connaissent plus rien. Donc, il suffit seulement de leur donner des moyens, vous verrez qu'ils vont exploser et quelque chose pourra changer. Nous allons nous rendre à 2000 km de Lubumbashi, c'est à Kinshasa, avec vous Chris. La même réalité est vécue, et là c'est pire parce qu'il y a eu même des morts constatées après la pluie. Merci pour l'octroi verbal, monsieur le journaliste. Il y a un dicton qui dit « Je ne peux pas gronder le vent pour les désordres qu'il a causés si c'est moi-même qui ai ouvert la fenêtre. » Alors, la pluie la pluie est l'une des causes des inondations, mais en tout cas, la pluie n'est pas le responsable de toutes les inondations que nous connaissons actuellement. Ici. Voyez. Alors, je dirais que c'est l'État qui est le responsable. Ce sont les autorités qui sont les responsables de ça. Pourquoi? Nous souffrons du manque d'anticipation. Voyez, l'État doit anticiper. Vous êtes sans ignorer qu'avant la saison pluvieuse, il y a eu pratiquement 4-5 mois. Nous tous, nous savions qu'il y aura la saison pluvieuse qui, si nous ne cadrons pas nos choses, si nous ne canalisons pas sûrement de chemins, de caniveaux, il y aura sûrement des inondations. Ouais. Voyez. Alors l'État devrait normalement faire des états de lieux, arranger, canaliser. La pluie ne suit que le chemin que l'État a dressé. Voyez, s'il y a une bonne canalisation, la pluie suivra cette bonne canalisation et il n'y aurait pas de débordement des eaux. Voyez, l'État est vraiment le responsable. J'ai entendu parler, en tout cas, grand était mon choc d'entendre ici que nous demandons, en ce qui concerne la construction anarchique, oui, que nous demandons à la population de ne pas construire sur des chemins, sur des lieux à risque. Or, je dirais que nous cessons. Bon, ça peut être la population peut demander aux autorités de ne pas octroyer de permis de conduire, des documents à la population qui veut construire sur des chemins à risque. Mais tout comme cette même population aussi, sachant que c'est un endroit, une zone non édificante, dit pourquoi aller y construire? À ce niveau, la responsabilité, c'est vrai. On va condamner ceux qui octroient des documents, l'autorisation de bâtir et tout ça, mais la population elle-même, en tant que... Mon confrère à ma gauche a dit que la population est comme... nous sommes comme les enfants, et le papa de la maison, ce sont les autorités, c'est l'État. Alors, si l'enfant vient demander que je dois construire à une zone à risque, un enfant qui n'est plus enfant, il est déjà à l'âge mature. L'État ne doit pas octroyer les documents pour permettre, autoriser à la population de construire sur une zone à risque. En tout cas, j'aurais bien voulu que sur ce plateau, qu'il y ait quelqu'un du service de cadastre pour nous expliquer un peu comment expliquer que les gens construisent dans des zones non édificantes. Mais par rapport, ça vous fait quoi aujourd'hui? Inondation à Kinshasa, inondation à Lubumbashi, il y a des pertes et tout ça. Comment ces déchets doivent-ils être gérés? Voilà, c'est ce que nous déplorons, nous tous. D'ailleurs, à Kinshasa, même une petite pluie, en tout cas, il y aura toujours des dégâts. Alors, nous demandons sûrement aux autorités, seulement les autorités, nous demandons aux autorités de mieux canaliser, faire de bons caniveaux, de mieux amener la salubrité, écarter l'insalubrité, parce qu'il y a des ordures, comme on venait de le dire, il y a des caniveaux qui sont bouchés. Et c'est ce qui aussi cause certaines inondations. Alors qu'il faut qu'il y ait... faut qu'on enlève des déchets, il faut qu'on dégage les caniveaux et tout ira mieux. Donc c'est le travail des autorités qui doivent faire ça. Et parmi les causes des inondations, pas seulement à Kinshasa, mais également à Lubumbashi, l'on trouve le phénomène marché pirate, parce qu'ils sont quand même nombreux. Ils étalent des marchandises à même le sol et après ils partent. Comme on le voit à Lubumbashi, après avoir étalé, le soir, ils partent, ils laissent leurs déchets à cet endroit et dès qu'il pleut, ce sont ces mêmes déchets qui vont dans les canalisations. Comment gérer? Déjà, je rejette
toujours sur les autorités. Alors que ce ne sont pas les autorités qui poussent quand même les gens à aller... Il y a pas, les autorités n'ont pas donné de lieu précis aux gens pour faire leurs marchés normaux. Il y a des marchés déjà bien construits à Lubumbashi, par exemple, et même à Kinshasa. Vous avez Zando, vous avez le marché de la liberté et tout ça. Tous ces marchés sont inondés. Tous ces marchés sont inondés, vous voyez. Donc il faut qu'il y ait une bonne marche à suivre pour que tout revienne au calme. Homo sapiens, vous allez réagir? Oui, moi personnellement je pense que concernant les marchés pirates, je pense qu'il est, moi personnellement je vais encore charger les autorités. Les autorités une fois de plus. Parce que c'est une question, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on n'arrive pas à étudier les causes profondes des marchés pirates et en finir une bonne fois pour toutes. La ville de Lubumbashi aujourd'hui c'est une ville qui accueille déjà au-delà peut-être bon, je ne sais pas, bon, je n'ai pas des chiffres précis. Nous pouvons accueillir au-delà des 10 millions de la population. Mais quant à ce, c'est quoi la politique, par exemple, de la mairie par rapport à cette situation? C'est vrai, ils ont réussi, peut-être à un moment, ils ont réussi à imposer la rigueur de la loi par rapport aux motards et aux marchands des... ambulants, oui, voilà. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'ils sont encore là. Donc, moi, je pense que cette situation est beaucoup plus favorisée par donc, la politisation des tout. La politisation des tout. Parce qu'à un certain moment, nous devons mettre les vrais animateurs à la place qu'il faut. Par exemple, on peut trouver, c'est rares sont les fois où on peut trouver un vrai environnemental dans un parti politique. Et aujourd'hui, beaucoup plus les animateurs, on nomme les gens par rapport à la lutte qu'à la compétence. C'est vrai, on peut être là, on a lutté et tout, mais on ne connaît rien. Je ne sais pas si on peut étudier profondément cette situation, ça va nous éviter tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et cette situation, au-delà de tout ce que nous avons décrit ici, cette situation est beaucoup plus favorisée aussi par rapport à au degré de chômage. Déboisement voilà. Des forêts. Il n'y a pas longtemps, en 2018-2019, on a crié partout comment le bois rouge était commercialisé comme pas possible. Mais par rapport à cette situation, l'État est resté silencieux et voilà aujourd'hui les conséquences. Bientôt ici, le 4 décembre, il y aura la journée... Le 5, oui. Il y aura la journée internationale de l'arbre. Mais à le 5 décembre, nous voyons le maire, le gouverneur et les autres en train d'enfouir des plantules dans le sol. Ouais. Mais pendant tout ce... Je vais vous choquer. On va planter ça aujourd'hui, une semaine après, cet arbre, on ne voit même pas, il n'y aura même pas le suivi si cet arbre va survivre. Oui. Et rien, donc on est beaucoup plus intermédiaire à terre. Les politiciens aussi entrent dans le monde des matalana, comme le diraient les TikTokers. On va planter les arbres, et puis ça sera filmé, médiatisé et tout ça. Après, il n'y a pas de suivi. Donc moi je pense que les animateurs, tout ça de droit reviendra aux autorités, par exemple le gouverneur, le président de la République. Pourquoi? Parce que ces derniers, en termes de nomination, ne font pas d'études profondes par rapport aux compétences des animateurs de certaines institutions. Et on peut parler ici du ministère du Plan, ministère de l'Urbanisme et Habitat. C'est quoi leur rôle actuellement en République démocratique du Congo? C'est comme s'ils sont là-bas juste pour être payés, soit pour juste remplir le nombre de ministres au niveau du gouvernement, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est inexplicable aujourd'hui en République démocratique du Congo. John Kipala, aujourd'hui, quand on parle du marché pirate, on sait que parmi les causes, il y a le phénomène chômage. Il y a le chômage quand même qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens soient obligés d'aller vendre même là où il ne faut pas pour survivre. Merci, M. Ben, de la question. C'est une question très pertinente. Elle contribue effectivement à la dégradation de la situation quand il pleut. Mais je réitère mon
mon avis, les règles des kakistocrates. Nommé comment on ne sait pas. Dernièrement, j'ai suivi le chef de l'État parler, se réjouir de 5 millions d'enfants ramenés à l'école, ce qui est un très grand exploit, une prouesse louable. Mais quand je regarde le centre-ville, la croissance des enfants de la rue, je me dis, mais finalement, il y a quoi? Ces enfants et les enfants retournent à l'école et la croissance, mais pourquoi on ne suit pas l'idée du chef de l'État qui veut que les enfants rentrent? Au même moment qu'il parle de ça à l'étranger, moi, je vois à quelques mètres de la mairie des enfants en rupture familiale. Des solutions seront trouvées par rapport à ce fait. On a beau parler, aucune solution. Je vois le maire de la ville descendre sur les arrêts des bus, imposer des transports. Il est en train de gronder. Les soirs, les transports remontent. C'est pour vous dire que l'État n'existe pas. Il est des facettes. L'État a déjà démissionné. L'homme a besoin d'être orienté avec des mesures coercitives, des mesures contraignantes pour pouvoir obéir. Il n'y a que l'État qui est le vrai père. Mais comme l'État a démissionné son rôle premier de réguler, c'est pourquoi nous connaissons toutes ces difficultés. La nature profite de ces vides pour venir nous montrer que vraiment notre cerveau ne travaille plus. Monsieur Ben, je vous dis la vérité, ici, il n'y a que la responsabilité de ceux qui nous gèrent, qui doivent nous donner la bonne marche. Monsieur le chef de quartier ici présent, il ne va pas m'expliquer comment la nature, l'espace qui est resté vide pendant longtemps, aujourd'hui est en train d'être occupé au niveau des Salam à la barre avec des bâtisses, et la rivière devient de plus en plus petite. Lorsque ça va déborder, on va encore venir avec des caméras constater. Alors qu'on a vendu ça comme ça, c'était laissé pendant tout ce temps-là, c'était pour aérer un peu, essayer d'avoir, d'élargir le lit de la rivière, mais on est en train de rétrécir cette rivière-là qui va causer encore des dégâts. C'est pour vous dire que nos autorités doivent prendre leurs responsabilités. Nous sommes fatigués chaque fois de voir, non, on est allé présenter les condoléances là-bas. Non, on doit nous gérer comme des humains. On doit nous gérer comme des humains. Nous sommes fatigués avec ce genre des alertes. Nous, quand nous disons comme ça, on n'est pas contre vous, mais par contre, on vous dit, vous devez nous gérer comme ça. Malheureusement, vous ne nous écoutez pas. Mais il semble que quand on vous donne, quand on veut vous gérer, vous ne suivez pas ce que disent les autorités. Voilà. Difficile. Et il y a le cadastre et il y a l'urbanisme. Ça n'a rien à voir avec le chef du quartier. Ce n'est pas le chef du quartier qui vend. Moi, si je peux répondre un tout petit peu là, c'est à ce qui concerne les enfants dont vous parlez. Ah, voilà. C'est parmi les causes aussi de l'insalubrité, pas seulement l'insalubrité, mais aussi du fait que les canalisations soient bouchées, les enfants de la rue. Ça nous inquiète énormément. Mais sans savoir que ces enfants-là ont leurs parents. La rue n'a jamais engendré des enfants non plus. Les enfants, c'est nos parents qui avons prié à ce que Dieu puisse nous envoyer ses esprits. Ces enfants sortent de l'union entre un homme et une femme. Et une femme. Même si entre eux, ils sont en train de procréer également, ils se multiplient dans la rue. Je constate que les parents ont déserté leur mission qui est longue. Et pourtant, si quelqu'un n'a pas d'enfant, surtout les mamans, ils vont passer de prières à la montagne, par-ci par-là, il y a qui prennent de tisanes, par-ci par-là pour avoir un enfant. Mais après qu'on ait l'enfant, on l'abandonne. D'abord, c'est la responsabilité des parents. Quand, parmi gestionnaires, le cas de centre-ville, c'est parce que chaque jour, il y a toujours l'accroissement du nombre de ces enfants-là. Nous sommes descendus avec mon chef à ramasser ces enfants. Nous sommes allés avec eux, on est Karakawati. Nous sommes allés après nous les retrouvons encore de revient. Vous pensez que vous avez pris 10, mais le lendemain, vous trouvez qu'il y a 30. Alors, moi je pense que les parents devaient d'abord prendre leurs responsabilités. Mais aussi, cela ne peut exclure à ce que l'État aussi prenne des mesures coercitives. Ouais. À l'époque, avec Lukuni, on a vu le centre Lukuni avec le gouverneur. Simplement, il n'y a jamais de suivi. Ce qui nous manque dans notre pays, c'est les suivis, toujours les suivis. Si ces projets-là devaient continuer, ça nous aurait beaucoup aidé. Et ces enfants avec des liens familiaux qui ont déjà pris de l'âge, on pouvait même les orienter. utiliser. Et pourquoi ils ne partent pas à Kanyama Kassese? Vous ouvriez mes manifestations
formation au niveau des choses, des activités au niveau de Gambela 1. J'utilisais ces enfants-là à devenir familiaux où même deux d'entre eux se sont mariés au moment où je vous parle. Puisqu'ils sont devenus motards et après taximens. Il y a un jour, j'ai cherché à aller avec eux sur la télé, ils ont dit papa, Tachkia, ils ont laissé. J'ai les utilisés. Par exemple, dans le traitement de déchets, par exemple. Si moi, en tant que chef de quartier, je devais sensibiliser ma population, c'était d'abord de commencer les tri à partir de ménage, les biodégradables et les non dégradables. Et maintenant, les mamans vont me poser la question, pourquoi faire les tri? Et pourtant, on aurait dû voir dans chaque commune une unité de transformation ou de traitement de ces immondices, par exemple. On pouvait, il y a un moment où il y avait un monsieur Luamba qui avait, à partir des bouteilles en plastique, il avait fabriqué des pavés, des pavés. Oui. Si dans chaque commune, il y en avait, je pense sans nul doute qu'on aurait dû aussi absorber les nombres de chériers qui sont sur la chose de la vie de Lombashi. On aurait créé de l'emploi et puis... tous les temps à prendre de colle, de poissons à forte dose, s'enivrer, piquer par-ci par-là les sacs de maman. Ils auraient pu peut-être se mettre à ramasser des bouteilles par-ci par-là. Ça aurait été une matière première pour ces enfants-là parce qu'ils savent très bien que lorsque vous avez 10 kilos dans un sac, vous avez 20 000. Et il va manger des haricots dans un restaurant. Et on aurait dû les absorber. Vous savez très bien que là, j'ai utilisé 30 personnes. Et toutes les fois que je ne les utilisais pas sur la route, ou sur là-bas. Toutes les 10 mètres, pour débroussailler 10 mètres carrés, et même dans le square au Vira, 10 mètres, vous avez 10 000. 10 mètres carrés, vous avez 10 000. Je les utilisais. Et les jours où vous ne les prenez pas, ils venaient. Ils venaient chez vous, on n'arrive pas à faire du livre. Vous avez pris cela pour moi. Non, celui-ci vient d'arriver, il vient encore nouveau. Donc, dans le traitement des déchets, on aurait dit les absorber pratiquement. Vous voyez. Mais qu'est-ce qui manque? Pourquoi on ne le fait pas? Ceux qui ont des moyens, et même les députés. C'est le secteur qui n'est pas encore exploité. Dans le traitement des déchets, par exemple. Au lieu de dépenser l'argent dans des grosses voitures, ils auraient pu acheter des petites unités. Justement, oui, allez-y. Ouais. Des petites unités de transformation. Ainsi, nous aurons pu peut-être utiliser ces jeunes gens et ils nous seront toujours utiles. Et ce qui reste, vous savez, de l'autre côté, on prenait même ceux-là qui connaissaient bien faire la construction, puisque il y a ceux qui n'avaient pas tellement la connaissance dans la construction, ils creusaient des caniveaux. Et ceux qui avaient des connaissances, ils étaient des boy maçons. Ouais. Et on a fait des caniveaux dans le quartier Gambela 1. Donc je pense que ces enfants-là, et il y a aussi notre responsabilité à nous, parce que je suis dans les institutions, n'est-ce pas? Mais aussi les parents, les parents qui doivent garder leurs enfants à l'école. Homo sapiens, rapidement, et puis on va passer plutôt au dernier sujet, parce qu'on a presque plus de temps. Oui, M. Ben, parlant des déchets, moi je pense que c'est là où l'État a beaucoup le plus failli. Parce que quand on voit ici, quand monsieur le chef de quartier parlait au lieu de transformer les déchets, les gens se livrent à la bière et autres. Mais dans tout ce que nous parlons ici comme environnement, vous n'allez trouver aucune bouteille de bière, ou moins encore de whisky. Parlant beaucoup plus ce sont les bouteilles en plastique. Les bouteilles d'eau. Et peut-être des boissons sucrées. L'État, par exemple, déjà si on n'a pas des entreprises de transformation ou soit des recyclages de ces déchets, on peut imposer aux gens comme justement, allez-y. On peut imposer aux gens, par exemple, une brasserie de la place qui n'utilise plus les bouteilles en plastique, a commencé à produire de l'eau, mais avec des bouteilles en verre. Donc, je pense que ça sera aussi une des solutions par rapport à cette situation, vu qu'actuellement, on est incapable de recycler ces déchets en plastique. Donc, l'État, dans tout ce que nous traversons aujourd'hui, la faute, pour ne pas dire à 150%, la faute revient à 100% à l'État. Parce que l'État a failli à sa mission, bien sûr. Voilà, on va terminer cette question avec vous, Chris Kavunga. Les déchets plastiques, on en voit à Kinshasa, à Lubumbashi et même ailleurs. Quelle est votre proposition par rapport à la gestion? Comment peut-on gérer ces déchets plastiques qui non seulement nous aident, mais nous causent aussi d'énormes dégâts sur l'environnement?
Déjà, c'est une question très cruciale. Ça dépasse mon entendement parce que, à ce que je sache, l'État a recruté, il y a un recrutement de cantonniers des éboueurs, ceux qui balayent les grandes routes et ceux qui enlèvent les immondices. Les centres et les immondices. Ils sont aussi dans les différents quartiers. Voilà. Et les immondices. Donc ils sont là pour dégager les ordures, enlever les immondices. Mais jusque-là, nous voyons toujours qu'il y a toujours des ordures, des immondices, de l'insalubrité. Vous voyez que c'est une mauvaise chose. Alors que l'État, nous nous concentrons à l'État, que les autorités prennent toutes les dispositions pour dégager toutes les insalubrités et toutes les immondices et les ordures qui sont sur eux. Voilà, on passe rapidement sans transition à notre deuxième sujet du jour, mais je vous retiens, Chris. Parmi les propositions, on parlait tout à l'heure de la taxe sur les immondices, je crois que c'est John Kipala. Alors qu'il y a des taxes, les Congolais n'attendent que le dernier moment pour s'acquitter. Comment vous trouvez cela? Voilà, ça nous renvoie au recouvrement forcé, justement. Voilà, le recouvrement forcé est une bonne décision unilatérale qui ne demande aucun consentement de la population. Oui. Mais déjà, je peux dire que les recettes qui sont perçues, les taxes qui sont perçues par les autorités, par l'État, ne bénéficient pas à la population. Je pense que c'est l'une des raisons qui fait à ce que la population ne paye pas à temps précis, à temps réel, les différentes taxes et différentes recettes. Parce que lorsque la population paye de taxes, il doit y avoir, au travers de ces taxes, il doit y avoir des résultats sur le terrain, l'assainissement, des dégagements de caniveaux, des ordures. Ça doit provenir de différentes taxes. Alors, si la population ne constate aucun résultat, elle n'aura pas envie, elle n'aura pas de volonté de payer à temps précis de ces différentes taxes. Homo sapiens Chimanga, pourquoi la population n'attend que le dernier moment pour s'acquitter c'est un devoir civique d'ailleurs. Oui, ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'ici en République démocratique du Congo, nous avons une faible culture fiscale dans le chef de la population, mais aussi il y a cette méfiance de la population envers les autorités, parce que, imaginez, vous demandez à la population de payer, par exemple, telle ou telle autre taxe, mais au fond, la population entend par le biais des médias un ancien ministre vous dire que non, la province vous reçoit au moins 500 millions de redevances. Et la population se demande, bon, où va cet argent? Où va cet argent? Parlant même de fiscalité, il y a une mauvaise communication par rapport à ça. Qu'est-ce que l'État... Parce que la population, en fait, nous sommes... la majorité de la population est dans beaucoup plus dans les qui-vive. On a une majorité de la population qui n'est pas engagée. C'est la population qui se débrouille. Ouais. Et à cette population, lorsque vous devez venir avec ces genres de situations, vous devez avoir des arguments convaincants et palpables par rapport aux résultats sur le terrain. Et bon, allons-y sur les faits. Et depuis que la population continue à payer les taxes, qu'est-ce que l'État en fait sur le terrain et que la population se sent vraiment comme grand bénéficiaire de ces taxes. Donc il y a beaucoup plus encore, je vais charger l'État par rapport à cette situation. Pourquoi? Non seulement il y a pas cette éducation civique de la culture fiscale, mais il y a aussi cette opacité de gestion de la perception des fonds par rapport aux taxes que la population paye. Ça sera un peu mon analyse par rapport à cette situation. Donc l'État, non seulement doit communiquer, doit avoir cette facilité de communication envers la population par rapport à cette situation, mais il y a par exemple, par rapport au recouvrement forcé, ça va d'une période à une autre. Mais avant le recouvrement, l'État doit communiquer, doit sensibiliser la population. Et après le recouvrement, l'État doit communiquer par rapport
combien l'État a perçu par rapport à ces recouvrements forcés. Parce que l'autre fois, j'ai dit ça à Mme Diane sur le même plateau. Je vous dis, ce qui se passe sur le terrain par rapport à ces recouvrements, c'est inadmissible et c'est très choquant. Beaucoup plus, ce sont les animateurs sur terrain qui bénéficient que l'État. Vous allez arriver là-bas, on vous dit, vous payez 20 000 francs, on vous donne un pain, vous mettez là devant qui est comme signe partout, vous allez passer. Tous ces animateurs sauront que non, celui-ci a déjà fait quelque chose et c'est à la fin de la journée où les animateurs sur le terrain, vous allez retrouver sur les terrasses et boîtes de nuit en train de partager tout cet argent. Ça énerve la population. Donc, l'État, moi je pense que l'État moi je pense que les recouvrements forcés ne servent à rien pour une population qui n'est pas civilisée par rapport à la culture fiscale. L'État doit chercher d'autres mécanismes, par exemple, lors de l'achat des plaques, parce qu'une voiture normale ne peut pas circuler sans plaque. Ne peut pas circuler sans plaque. Mais comment est-ce qu'on délivre des plaques à des voitures où on sait que... Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ce problème commence. Donc l'État doit étudier beaucoup plus les mécanismes. Par exemple, avant de payer les plaques d'immatriculation, mettez aussi les fonds... directement les fonds... Oui, c'est comme par exemple, pour payer une bouteille d'eau dans des supermarchés, par exemple, ou encore dans d'autres restaurants. Il y a aussi la TVA. L'État ne vient pas faire le recouvrement forcé par rapport au TVA. Donc, je pense que... Si on a déjà réussi le coût par rapport au TVA, on peut aussi étudier d'autres mécanismes par rapport à ces recouvrements profaits qui du reste ne profitent pas à l'État. Ce sont les animateurs sur terrain qui en profitent et que c'est la population qui paye les conséquences parce que surtout dans cette période pluvieuse où lorsqu'on barricade la route, c'est les élèves qui ne vont pas à l'école, soit ils arrivent en retard à l'école, ou soit ceux qui sortent par exemple 12 heures seront... parce que les taxis par manque de moyens de transport, ils vont se promener. Ou soit ceux qui ont les documents vont hausser les prix. Et ici, on nous a parlé de l'implication du maire de Lubumbashi par rapport à cette situation. Mais on tempère à ces décisions que lorsqu'il est sur le terrain. Et quand il n'est pas là, personne ne suit parce que au niveau des arrêts bus, nous avons les inspecteurs, nous avons les ASECO. Et c'est toute cette ribambelle des associations. Chaque jour, ils versent beaucoup de millions de millions de francs au niveau de la mairie et personne ne peut les inquiéter. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, ce sont les animateurs de la mairie, selon ce qui s'est dit sur le terrain. Donc, moi, je pense que par rapport au recouvrement forcé, c'est quelque chose qui ne profite pas à l'État. Donc on doit étudier d'autres mécanismes allant dans le sens et de protéger l'État et de protéger la population par rapport à cette situation. John Kipala, que faire face à cette population qui ne veut pas? Ça, il faut le dire bien, la population ne veut pas. Parce qu'il y a certains qui, surtout particulièrement chez les conducteurs, pourquoi n'attendre quand il y a un recouvrement forcé pour chercher à corrompre, même si d'abord le fait de corrompre c'est déjà une infraction et c'est une attitude à ne pas encourager. Merci M. Ben de la question. Avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir sur les marchés pirates ou ambulants. Ces marchés-là ne prendront jamais fin. Et pourquoi alors que nous voulons que ça prenne fin pour que quand même... Ne prendra jamais fin ces marchés ambulants-là parce que la politique salariale ne répond pas à ce que les gens obéissent à d'autres règles. Chacun se brouille dans son service avec l'escroquerie. Le soir, il a de quoi mettre sous la dent. Donc, il faut que l'État change la politique salariale pour parler du marché. Moi, par contre, je proposerais rationaliser ce marché. En faisant quoi exactement? En l'organisant avec beaucoup de rigueur. Vous allez voir qu'on ne sait pas rationaliser, mettre seulement du désordre, on va lutter, revenir sur la même situation comme les idiots. Les idiots font les mêmes choses. Alors, à votre question de la fiscalité
je l'étudie à 2 niveaux. Il est encouragé par ceux qui ont été commis pour recouvrer les fonds, et même par la population. Ceux qui encouragent, c'est quoi? D'abord, ce sont des taxes surfacturées. Un petit papier comme ça, c'est 60, on vous dit $80, on vous dit $10 pour les tricycles. Et quand vous regardez ces montants-là, par rapport à la valeur ajoutée, on se dit, mais finalement, où va toute cette somme d'argent ici? Ça n'aide pas la population à se retrouver. C'est avec ça qu'on arrange les routes? Oui, non, il n'y a pas que ça qu'on arrange les routes. Sinon, les routes seraient déjà toutes bien arrangées si tous ces fonds-là étaient orientés rationnellement à minières, comme le Haut-Katanga. Donc c'est pour vous dire que c'est une porte de détournement. Alors tout le monde a compris que cet argent ici, c'est cet argent qui rend richissime ceux qui nous gèrent. Regardez quand on vous donne une responsabilité. Vous allez voir que les chantiers que bâtissent ces gens qui ont été nommés par le chef de l'État ou par le gouverneur, ce sont des chantiers qui vous coûtent des millions et des millions. Mais d'où proviennent ces masses d'argent-là? Ce sont des détournements. Alors la population qui s'est dit, mais pourquoi alors payer mon argent et alors que je sais que ça sera détourné, ça ne sera pas utilisé à des fins utiles? C'est pourquoi vous encouragez cette population qui ne paye pas? Ce n'est pas moi qui encourage, c'est l'État qui encourage. D'ailleurs, l'État continue à encourager. Regardez. Monsieur Homo sapiens parle de la redevabilité. Pourquoi on ne sait pas nous dire, pendant cette période, on a fait le recouvrement forcé, voici ce qu'on a eu. Et les difficultés, les voici. Les véhicules sont toujours dans nos maisons. S'il y a possibilité d'aller les suivre dans chaque maison, si le prix est abordable, on va payer. Mais comme c'est déjà fait pour ne pas donner l'occasion aux contribuables de le faire d'une manière acceptable, c'est pourquoi l'État favorise ce genre de détournement-là. Par redevabilité, vous parlez, peut-être, est-ce que vous ne voulez pas, ou vous ne voudriez pas nous plonger dans la synodalité comme ça se fait à l'Église où actuellement on veut que les choses se passent clairement, qu'on sache qui a touché combien et comment ces fonds seront affectés? D'ailleurs, si l'Église fait ça, c'est ça la synodalité, il faudrait vraiment l'inculquer ou l'imposer dans la gestion des affaires de l'État. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Ce n'est pas... Monsieur Ben, quand vous regardez, Monsieur Homo sapiens l'a dit, on place un pain, tout le monde comprend. Tout celui qui est dans les circuits comprend que celui-ci a déjà payé la vignette. Sa vignette s'appelle pain. Et ça se passe régulièrement quand on sort de cette opération de recouvrement forcé. Chacun se frotte la main, je vais aller payer ma maison, je vais terminer mon projet, alors que ce sont des pratiques à décourager quand même. Ça ne peut pas être découragé par ces gens qui ont trouvé que l'État a déjà abandonné. C'est encouragé. Le plus choquant, c'est que la majorité, pour ne pas dire la plupart des véhicules ici à Lubumbashi, qui n'ont pas d'ailleurs de vignettes, qui n'ont pas tous les documents pour lesquels il y a recouvrement forcé, appartiennent aux gens de la DRH4. On me fait signe qu'il n'y a presque plus de temps, mais il faut quand même retenir que le véhicule que vous payez, il coûte énormément cher, alors que les documents des bords sont quand même... Un véhicule de 6 000, 7 000 $, et un document de 300 $, vous ne voulez pas payer quand même. C'est pas encouragé. Vous pouvez avoir tous ces documents, mais on vous arrête pour mauvais stationnement, pour lequel vous avez payé beaucoup d'argent, plus que même... Monsieur Ben, c'est la tête qui nous manque. On va terminer avec vous, Monsieur Lingoy, un mot par rapport à ça, et on termine. Oui, merci beaucoup. Pour moi... Justement, oui, allez-y. Pour moi, j'ai voulu, ou je pense concrètement, encourager nos populations à payer librement, volontairement, les taxes. C'est-à-dire, il faut passer par la sensibilisation massive. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour sensibiliser cette population? Pour sensibiliser, vous pouvez dire, par exemple, je paye, je vois. C'est-à-dire que nos autorités qui utilisent les fonds de la population doivent, après qu'il ait exécuté un projet, il faut leur montrer réellement que voilà
la route, prenons la route qui passe par l'école. Au centre-ville ou bien comment? Au centre-ville, Kiwele, c'est l'avenue Kimbangu. Oui. Leur dire ici que non, écoutez, les fonds récoltés de barricades de véhicules qu'on a fait, on a encaissé autant et ces fonds a servi à faire ceci concrètement. Ouais. Parce que notre population perd confiance petit à petit. Et dans nos sensibilisations, nous devons leur dire, je paye, je vois. Et nous demandons, ils doivent avoir l'esprit de redevabilité. Parce que les fonds qu'ils gèrent, ce ne sont plus leurs fonds, c'est les fonds de la population. Et la population doit être pleinement informée de leur utilisation. Voilà tout ce que je peux dire d'abord à ce niveau. Recette de redevabilité, est-ce que vous le faites aussi au niveau de votre quartier? Dans mon quartier, certainement nous le faisons, mais nous ne gérons pas tellement l'argent. Nous ne gérons pas l'argent. Pour nous, nous allons volontairement, si je peux le permettre. Oui. Si je peux me le permettre. C'est là où j'ai voulu demander, par exemple, à monsieur le maire de se révolutionner, par exemple, de dire, par exemple, si ses prédécesseurs ne l'ont pas fait, que lui le fasse au moins. Qu'il se dise que si tout le monde est comme tout le monde, lui n'est pas tout le monde. C'est-à-dire, si ses prédécesseurs, il n'y avait pas de petite redevance à la commune ou au quartier, que lui le fasse pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse au plus bas niveau. Voilà, juste 30 secondes avec vous, Chris Mavunga. Vous clôturez, vous juste avec ce sujet. Voilà, j'ai clôturé en disant que je voulais parler aux autorités. Alors, les autorités doivent cesser avec la gestion réactive. Oui. En lieu de place de la gestion proactive. Alors, la gestion réactive, c'est juste qu'ils aiment agir lorsque le fait néfaste arrive. Lorsque la pluie tombe, ça crée ça cause de désarroi et elles veulent agir. Alors qu'elles cessent ça, qu'elles puissent faire des choses d'une manière anticipative. Et que les taxes qui sont payées, les recettes qui sont perçues puissent faire quelque chose en termes des arrangements de routes, ainsi de suite. Les routes sont vraiment impraticables. Alors que les taxes qui proviennent des recouvrements forcés fasse quelque chose. Merci. Voilà, c'est par là que nous allons mettre un terme à cette émission en vous disant, vous et nous bien sûr, en nous disant tous ensemble que nous devons payer les taxes parce que c'est un devoir civique. Par là s'achève cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci, chers invités. Merci. Et merci à vous également, vous qui avez pris le soin de suivre cette émission. Nous revenons la semaine prochaine avec d'autres sujets et d'autres invités pour parler de l'actualité. Au revoir et merci.